Bonjour, je suis Nicolas Griffon, praticien hospitalier au service d'informatique biomédicale du CHU de Rouen, et je vais vous parler du dossier médical, de son informatisation et des perspectives d'avenir quant à un dossier médical informatisé en France. Un tout petit peu d'histoire d'abord. L'existence des premiers dossiers médicaux remonte à il y a bien longtemps maintenant. Donc on a retrouvé des papyrus qui datent de plus de 3000 ans avant Jésus-Christ, donc qui ont plus de 5000 ans aujourd'hui. Ces premiers papyrus avaient pour essentielle fonction l'enseignement et la recherche. Et donc je vous passe les détails, mais ont été les prémices de ce que nous connaissons aujourd'hui comme dossier médical, qui sont toujours, même si sans doute un peu moins, des outils d'enseignement et de recherche, mais qui sont aujourd'hui de plus en plus des outils de partage d'informations entre les différents professionnels de santé qui s'occupent d'un patient, de partage d'informations et de conservation de l'information, tant le nombre d'informations à avoir disponibles pour la prise en charge d'un patient peut être importante. Les dossiers médicaux servent en outre dans les établissements de santé à la facturation, notamment dans le cadre du programme de médicalisation des systèmes d'information. Ils servent aussi à la traçabilité et à la qualité des soins. On n'a pas de soins de bonne qualité dans les règles sans dossier patient, sans dossier médical retraçant l'ensemble des événements de soins et l'ensemble des actions qui ont été effectuées par les professionnels de santé. Et enfin, ce dossier médical a une force probante devant le juge et est donc très utile en cas de contentieux. Le contenu du dossier médical est évoqué par l'article L1111-7 du Code de la santé publique comme étant l'ensemble des informations qui concernent un patient bien sûr, et qui sont détenues par un professionnel de santé bien sûr, informations qui doivent être formalisées, donc écrites, que ce soit manuscrites sur un papier, que ce soit des images sur un film argentique, que ce soit des images informatisées, que ce soit des signaux ECG, EEG sur papier ou informatisés, des informations formalisées qui ont donc été utilisées pour la prise en charge du patient, ou collectées ou utilisées pour la prise en charge du patient, ou bien qu'elles ont été l'objet d'échanges écrits entre des professionnels de santé. Le législateur a, en ce qui concerne les établissements de santé, décidé d'être un peu plus précis quant à ce qu'il attendait voir figurer dans un dossier médical. Il a donc établi une liste de documents que vous pourrez retrouver à l'article R 1112-2 du Code de la santé publique, qui établit donc 3 types de documents: les documents qui sont établis durant le séjour, les documents qui sont établis à la fin du séjour, et enfin les informations recueillies auprès de tiers. Les 2 premières catégories peuvent et doivent être communiquées au patient si ce dernier en fait la demande, dans des conditions définies par la loi que je vous laisse découvrir si cela vous intéresse. La 3e catégorie d'informations ne doit pas être communiquée au patient. Il n'y a pas d'obligation de communiquer ces informations au patient. Donc vous voyez, le législateur a été beaucoup plus précis concernant la tenue des dossiers d'établissements de santé que pour les dossiers des cabinets de médecine libérale, par exemple. En effet, pour ce qui est du dossier médical en milieu libéral, les seules précisions à l'article L1111-7 du Code de la santé publique sont apportées par l'article R 4127-45 du même code. Donc les articles R 4127 du CSP sont en fait les articles du Code de déontologie. Et donc je vous laisse apprécier la précision du contenu du dossier médical en milieu libéral, qui n'est finalement qu'une version simplifiée du dossier d'établissement de santé.
Comme je le disais dans les premières diapositives, le dossier médical est un élément essentiel pour le partage d'informations et la communication d'informations entre professionnels de santé. Donc la règle de base que je n'ai pas rappelée, mais qu'il est pourtant important de rappeler, de l'exercice médical, c'est quand même le secret médical, qui est donc un devoir du médecin envers son patient et envers la société. Et donc ce secret médical fait qu'en toute logique, il ne peut pas communiquer les informations du dossier médical à n'importe qui dans n'importe quel contexte. Donc le législateur a récemment, donc une loi fin 2015 début 2016, modifié légèrement les règles de communication des informations du dossier médical. Et donc l'article L1110-4 du Code de la santé publique précise que si le patient peut toujours s'opposer à l'échange d'informations entre deux professionnels de santé, et qu'il doit en être conscient, et donc il faut l'en informer d'une manière ou d'une autre, il est a priori prévu que lorsqu'il confie une information à un professionnel de santé, il la confie en fait à l'ensemble de l'équipe de soins qui le prend en charge. Et au sein d'une équipe de soins, les informations peuvent donc circuler en tant que de besoin. Il était donc important de définir précisément ce qu'était une équipe de soins, ce que le législateur a fait par l'article L1110-12 du Code de la santé publique, qui précise qu'une équipe de soins, c'est l'ensemble des professionnels qui, d'une part, participent directement à la prise en charge du patient, et qui, d'autre part, soit travaillent dans une même structure, soit sont définis comme tels par le patient. Cette définition impose aux structures de santé, du plus petit cabinet libéral au plus gros hôpital, impose de définir précisément des règles d'accès au dossier médical. Pour les gens qui travaillent au sein de ces structures, bien sûr. Donc si on prend le cas du CHU de Rouen, qui compte à peu près 10 000 salariés, ou 10 000 agents en tout cas, dont à peu près 80% travaillent auprès du patient, donc des médecins, des infirmiers, des pharmaciens, des kinésithérapeutes, etc. Il est important, il est essentiel que ces 8 000 agents ne puissent pas tous accéder à toutes les informations sur tous les patients. Donc dans le cas d'un système dans lequel on a encore un dossier médical papier, on a déjà, dans un premier temps, la disponibilité physique de ce dossier papier qui va largement limiter la diffusion auprès des 8000 agents. Ça ne dispense pas, bien sûr, d'avoir un certain nombre de règles au sein de chaque service pour limiter les risques, donc en évitant par exemple de laisser traîner les dossiers n'importe où, sans surveillance, en fermant à clé les salles qui contiennent les dossiers médicaux, les salles d'archives notamment. Bref. Dans le cadre du dossier informatisé, la problématique est tout autre. Le dossier est par définition accessible sur tout poste informatique, sur tout ordinateur de l'établissement. Et donc il faut définir des règles informatiques qui vont permettre de savoir si tel agent peut accéder à tel dossier. Et donc la notion qui est importante à avoir en tête à ce moment-là, c'est que donc on peut faire beaucoup de choses en termes informatiques, mais il faut éviter d'aboutir à une usine à gaz. Et concrètement, soit on paramètre très finement la confidentialité, mais donc c'est très laborieux pour les gens qui font le paramétrage, et c'est pas forcément très pratique pour les utilisateurs, parce que ça va vouloir dire qu'on a des cases précises, carrées, et que dès qu'on veut sortir des cases, ce qui arrive quotidiennement dans un établissement comme le CHU de Rouen, on est embêté parce qu'on peut pas accéder aux informations auxquelles on voudrait et on pourrait légitimement accéder. Donc voilà, soit on a cette problématique-là, soit au contraire, on décide de permettre aux utilisateurs de faire à peu près tout ce qu'ils veulent, entre guillemets, mais là on a une confidentialité qui va être très limitée. Donc il y a un équilibre à avoir, à trouver entre
assurer un minimum la confidentialité de manière à empêcher des dérives qui seraient vraiment très dommageables pour les patients d'abord, et puis pour le système de santé ensuite, et pour le CHU, etc. De trouver une balance entre pas de confidentialité et puis une confidentialité poussée à l'extrême qui requerrait énormément de ressources en termes de paramétrage, et qui ensuite serait peu fonctionnelle pour les utilisateurs. Donc l'obstacle majeur, et je viens de l'évoquer, à la communication des informations entre les différents professionnels de santé qui prennent en charge un patient, eh bien c'est en fait la fragmentation, on peut appeler ça fragmentation, des informations dans énormément d'endroits différents. Alors, je parle bien sûr des gens qui ont une petite histoire médicale, un jeune qui n'a pas eu de problème de santé majeur, globalement ça pose pas trop de problèmes. Ça pose problème pour les patients qui ont de gros dossiers. Donc le problème c'est que souvent ces patients, ils ont un médecin traitant déjà, ils peuvent en avoir eu d'autres avant, donc voilà, ils sont vus par des spécialistes, plus leur histoire est compliquée, plus ils vont voir de spécialistes différents, et puis ils ont été pris en charge dans, là j'ai mis des hôpitaux, des cliniques, des structures de santé diverses et variées, ils peuvent être pris en charge, ils peuvent avoir été pris en charge dans de multiples hôpitaux différents. Et si vous rajoutez à ça le fait que le patient a le droit de déménager, de changer de ville, de changer de région, vous pouvez avoir des informations médicales qui sont dispersées dans des dizaines et des dizaines de dossiers médicaux qui sont indépendants. À savoir que les informations qui sont contenues dans un dossier médical sont quasiment indépendamment, parce que normalement les professionnels de santé communiquent entre eux, mais en tout cas les informations natives ne sont disponibles que dans chacun des dossiers individuellement. Elles ne sont pas dupliquées. Donc vous voyez que pour ce qui est de partager l'information entre les différents professionnels de santé, globalement, on n'y est pas. Alors à cela s'ajoute, en plus, je rajoute une petite couche, une petite cerise sur le gâteau. Au sein des hôpitaux, au sein des structures de santé, on va dire un petit peu conséquentes, on peut avoir différents modes de gestion des dossiers médicaux. Les deux extrêmes étant représentés sur cette diapositive. Donc à gauche, vous avez ce qu'on appelle un dossier qui est partagé entre tous les services. Donc en fait concrètement, le patient a un dossier au sein de l'établissement et ce dossier suit le patient dans tous les services. Donc en fait toute l'information médicale d'un patient est disponible pour quel que soit le service dans lequel le patient est pris en charge. Et l'autre option, qui est à droite de la diapositive, c'est qu'il existe un dossier médical propre à chaque service. Donc un patient a autant de dossiers médicaux dans un établissement qu'il n'a visité de services au sein de cet établissement. Et les informations qui sont dans le dossier médical d'un service ne sont pas nécessairement dans le dossier médical des autres services. Donc d'un côté, chacune de ces solutions a des avantages et des inconvénients. Pour ce qui est du dossier partagé, l'avantage majeur, c'est que toutes les informations sont disponibles pour tout le monde. La difficulté majeure, c'est de gérer la confidentialité de ces informations. Et bien sûr, de se mettre d'accord entre tous les services sur ce que doit contenir le dossier partagé. Pour ce qui est des dossiers par service, c'est beaucoup plus simple à gérer. Globalement, chaque service fait son dossier et gère son dossier comme il a envie de le dossier, donc c'est très simple. Mais ensuite, la communication entre les services peut être un peu délicate. Donc vous voyez, on ne peut pas vraiment parler à proprement parler du dossier médical d'un patient, mais plutôt des dossiers médicaux d'un patient, puisqu'ils sont dispersés entre de multiples professionnels de santé. La communication entre ces professionnels de santé est le plus souvent assurée par des courriers synthétiques ou par le patient lui-même. Alors, là-dedans, j'ai un peu évoqué l'informatisation, mais pas trop. Donc, quels sont les intérêts potentiels d'une informatisation du dossier médical ? Donc, les intérêts, déjà, on peut distinguer un intérêt individuel pour le patient et un intérêt collectif.
Alors, individuellement, l'intérêt, c'est déjà de pouvoir potentiellement avoir un dossier médical, et non pas plusieurs dossiers médicaux. Dossier médical qui serait alimenté quasiment instantanément par les différents professionnels de santé, et donc l'information disponible pour traiter le patient serait une information toujours actualisée. Et c'est ainsi donc beaucoup plus facile de coordonner les différents acteurs qui vont prendre en charge un patient, puisqu'ils ont tous accès aux mêmes informations. Une fois les informations informatisées, on peut aussi envisager de les exploiter dans d'autres outils qu'on appelle les systèmes d'aide à la décision médicale, qui vont normalement permettre d'améliorer la qualité des soins aux patients en exploitant les informations contenues dans le dossier médical pour aider le médecin, l'infirmier, le kinésithérapeute dans sa pratique à prendre les meilleures décisions pour son patient. Au-delà de cela, l'amélioration de la qualité des soins passe également par l'informatique, en une automatisation des tâches fastidieuses, avec moins de recopies, qui est quand même une source d'erreur majeure, et plus de traçabilité. Au niveau collectif, la disponibilité de dossiers médicaux informatiques peut permettre, alors avec beaucoup de conditions, mais une bien meilleure réutilisabilité des informations qui sont contenues dans les dossiers médicaux. Meilleure réutilisabilité dans de multiples domaines. Dans le domaine de la recherche, tout d'abord, avec une constitution largement facilitée de cohortes épidémiologiques, par exemple. Un recrutement dans les essais cliniques largement facilité, avec une plus grande facilité pour identifier notamment les patients qui sont susceptibles d'être inclus dans un essai clinique. Ces informations peuvent également être exploitées à des visées médico-économiques. Donc c'est le cadre du PMSI qui est en pratique ce qu'on a fait de mieux. Alors ça me fait mal de dire ça parce que c'est pas non plus sensationnel, mais c'est ce qu'on a de plus abouti et en tout cas de fonctionnel. Ou pour les politiques de santé, des données qui sont plus exploitables, qui sont exploitables. Alors, je vais parler de ça parce que là, on parle souvent d'informatiser le dossier patient, d'informatiser le dossier médical, en fait, c'est pas binaire. Un dossier médical, il n'est pas informatisé ou non. Un dossier médical, il y a différents niveaux d'informatisation. Donc niveau 0, bien sûr, c'est c'est un exemple. Là, c'est une ordonnance, mais ça peut être aussi une observation médicale, ça peut être n'importe quoi. Manuscrite. Donc avec là, je n'ai pas choisi cette ordonnance au hasard, un problème de lisibilité, en plus de tous les autres problèmes d'indisponibilité. L'ordonnance elle est là où elle est pas ailleurs. Donc si vous arrivez aux urgences et que vous n'avez pas votre ordonnance et que vous savez pas les médicaments que vous prenez, ça va pas vous aider. Mais là dans le cas présent, même si vous avez votre ordonnance, ça vous aiderait pas forcément énormément. Donc ça c'est ce que j'appelle le niveau 0. Après vous avez un niveau 1 par exemple, qui consiste en pas le même document. Donc vous avez un papier là, donc c'est toujours une ordonnance, mais ça pourrait être autre chose qu'une ordonnance, une observation médicale ou un compte rendu de séjour, que sais-je, qui déjà est rédigé avec un outil un traitement de texte, et donc lisible. Éventuellement il est plus facile à stocker, il peut être plus disponible, mais les informations qui sont dedans ne sont pas structurées et donc ne sont pas réutilisables ou ne sont même pas utilisables pour autre chose que ce pourquoi elles ont été prévues concrètement. Donc une ordonnance, ça sert à donner aux pharmaciens pour qu'ils nous donnent des médicaments, éventuellement ça sert aux autres médecins pour savoir si on leur donne l'ordonnance ce que le patient a pris, mais vous ne pouvez pas vous en servir dans une application informatique pour automatiser la délivrance des médicaments. Vous ne pouvez pas vous en servir dans une application informatique pour voir s'il y a
des interactions médicamenteuses ou des problèmes d'allergie. Vous ne pouvez pas du tout vous en servir pour autre chose que ce pourquoi ça a été prévu. Et puis, le stade ultime de l'informatisation, donc là il n'y a pas de niveau précis, hein. Enfin puis mes niveaux ils veulent rien dire, hein. Ne retenez pas mes niveaux, mais enfin bon bref, le stade ultime de l'informatisation, bon alors on va passer de côté l'informatisation de la fonction de médecin et de la fonction de l'infirmier, pardon, qui un jour seront faits par des robots ou des machines, il n'y a pas de problème. Donc le médecin voit le patient et effectue une prescription donc dans un logiciel d'aide à la prescription, le LAP, donc c'est la première brique à gauche. Le LAP confronte les informations qui sont renseignées de prescription qui sont renseignées par le médecin et il confronte ces informations aux autres informations structurées dans le dossier informatique du patient et peut éventuellement alerter le médecin sur une situation à risque, des interactions médicamenteuses, des allergies. Bon, voilà, c'est essentiellement ça, hein. Enfin il y a beaucoup de choses envisageables, mais bon, on va dire bon, c'est essentiellement ça. Cette information, une fois saisie dans le logiciel d'aide à la prescription, et automatiquement, alors imaginons qu'on soit hospitalisé, donc ça va dans le plan de soins, automatiquement, donc l'infirmière elle n'a pas recopié les informations sur son plan de soins papier, ça va dans un plan de soins informatisé, et puis ça va directement à la pharmacie, où les médicaments, donc les posologies sont contrôlées, ce qui a déjà été fait au niveau du lab d'ailleurs, mais ce qui peut être refait par les pharmaciens n'y ont pas confiance en les médecins, et l'inverse n'est pas forcément faux non plus. Donc un automate va automatiquement préparer les médicaments conformément à l'ordonnance. Ces médicaments vont être automatiquement transférés par pneumatique par exemple à l'infirmier, vu qu'on est dans le cadre d'une hospitalisation, infirmier qui va pouvoir administrer ces médicaments aux patients directement. Donc, je vais répéter, synthétiser un peu ce que je viens de dire sur la diapo précédente. Donc, on n'a pas une informatisation binaire des dossiers médicaux, c'est un peu plus analogique que cela. Et donc, on a effectivement des dossiers qui sont pas informatisés, avec juste des documents papier, avec une écriture manuscrite dedans, qui est très difficile à exploiter. Alors on peut bien sûr envisager l'utilisation de logiciels de reconnaissance de caractère, puis une indexation automatique derrière pour exploiter éventuellement cette information informatiquement, mais c'est quand même compliqué, laborieux, et aujourd'hui clairement pas au point. Et par ailleurs, cette information papier est peu disponible. Le niveau 1, qui correspond un peu à de la dématérialisation finalement, pas vraiment à de l'informatisation, consiste à avoir le document on va dire original, la vraie version du document, c'est la version informatique qu'on peut éventuellement imprimer. Donc forcément une version informatique c'est plus disponible, on peut la partager beaucoup plus facilement, et on peut la dupliquer, enfin bref on peut faire un peu ce qu'on veut. Donc elle est beaucoup plus disponible, mais en termes d'exploitation, bon, on n'a plus besoin d'un logiciel de reconnaissance de caractère, certes, mais enfin la machine peut toujours pas exploiter cette information qui n'est pas structurée. Les niveaux du dessus, concrètement, avec des niveaux d'information de plus en plus structurés, de plus en plus standardisés, eh bien, permettent l'exploitation par les machines de ces informations, donc dans des systèmes d'aide à la décision médicale, pour l'automatisation de tâches répétitives ou pour le recueil d'indicateurs, etc. Alors au sein des structures hospitalières, tout à l'heure je vous parlais quasiment exclusivement, enfin je voulais pas évoquer cet aspect encore, mais en fait je vous parlais du dossier papier. Là maintenant je passe au dossier informatique. En fait vous avez pas deux options, à savoir à droite les dossiers de service complètement indépendants et à gauche le dossier partagé qui est commun entre tous les services. En fait vous avez ce que j'ai appelé un gradient de partage. Enfin voilà, tout n'est pas forcément partagé entre tous les services, des informations peuvent être conservées dans des services. Bon, ce qui va dicter ça en général, c'est plus l'utilité pour les autres services
que de la rétention d'informations, mais en tout cas tout est envisageable, quel que soit le niveau d'informatisation. Sachant qu'en pratique, au sein d'une structure, c'est vrai qu'on n'a pas trop de sens. Non mais il faut que j'arrête. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les dossiers informatisés sont quand même essentiellement des dossiers que je vais appeler des dossiers de niveau 1. Donc en pratique de surcroît, les documents sont certes dématérialisés, mais sont en fait édités et sont encore trop souvent imprimés et envoyés au format papier aux correspondants. Même au sein d'un établissement, on peut avoir ce genre de mécanisme. Au mieux, aujourd'hui, on a une communication par email. Idéalement, les professionnels de santé devraient se servir d'une messagerie sécurisée, telle que la messagerie de santé qui est évoquée dans le cours sur les cartes de santé. Mais nous ne vivons pas dans un monde idéal. Il est donc vraisemblable qu'énormément d'informations, enfin en tout cas que beaucoup d'informations médicales, donc d'informations sensibles, transitent par des boîtes de messagerie non sécurisées, classiques pour le grand public. Donc ce qui est intéressant, donc voilà, aujourd'hui on est dans du niveau 1, mais c'est qu'il y a de nombreux projets en cours à tous les niveaux, au niveau national, au niveau régional et puis éventuellement au niveau local, pour améliorer cela. Donc au niveau national et régional, je vous renvoie, donc il y a le DMP dont vous avez sans doute entendu parler, le dossier pharmaceutique, la messagerie sécurisée de santé que je viens d'évoquer, le projet pratique qui est un exemple régional de plateforme d'archivage pour l'imagerie médicale. Donc je vous renvoie vers le cours sur les cartes de santé pour des informations sur ces différents projets qui devraient permettre d'améliorer la disponibilité de ces différents outils, DMP, DP, MSS, tout en conservant une confidentialité forte, ce qui n'est pas évident, grâce aux cartes de santé. Ce qui explique pourquoi ce cours. Un autre élément qui devrait faire progresser de manière significative la communication des informations médicales entre les différents professionnels est la mise en place, voulue par le gouvernement, de groupements hospitaliers de territoire. Ces groupements hospitaliers sont centrés autour d'un établissement support qui sera a priori, en général, le CHU ou le CHR, en tout cas le gros CH sur le territoire. Et donc c'est un ensemble d'établissements de santé publics qui s'agrègent autour d'un établissement support dans l'objectif de mener un projet médical commun qui sera cohérent avec l'organisation des soins, avec la planification des soins au niveau de ce territoire. L'objectif, ou les objectifs plutôt de ces groupements hospitaliers de territoire, c'est bien sûr d'avoir des projets médicaux qui seront mis en cohérence. Donc il n'y aura plus possibilité d'avoir entre guillemets de concurrence entre les différents établissements publics sur un même territoire. Un autre objectif, bien sûr, c'est de mutualiser les fonctions transversales, les fonctions de support des établissements. Par exemple, les départements d'information médicale, donc les départements qui produisent le PMSI, les informations du PMSI, vont vraisemblablement être fusionnés, donc, ou en tout cas unifiés au niveau des GHT, ce qui devrait permettre à terme de faire des économies sur les départements d'information médicale. De la même manière, au niveau des directions des systèmes d'information. Aujourd'hui, chaque hôpital a une direction des systèmes d'information qui gère, comme elle peut, le système d'information de l'hôpital. Avec les GHT, il s'agira d'avoir une direction commune au GHT et qui aurait pour objectif de faire
converger l'ensemble des systèmes d'information d'un GHT, enfin du GHT, vers un système d'information qu'on pourrait qualifier quasiment d'unique, en tout cas de très commun entre les différents établissements du GHT. Donc il est certain que ce système d'information unifié serait un atout considérable pour la transmission des informations au sein du territoire, mais les objectifs de l'actuel projet de décret sont d'obtenir des systèmes convergés, entre guillemets, donc à la fin de l'année 2020, ce qui est très largement illusoire en l'état. Pour aller au-delà d'un dossier médical de niveau 1, et donc pour permettre l'utilisation de systèmes d'aide à la décision médicale, et d'une manière générale toutes les choses qu'on a vues auparavant, il est nécessaire de modéliser l'ensemble des informations du dossier médical. Par modélisation, on entend d'une part une standardisation des informations. Aujourd'hui, deux professionnels de santé confrontés à une même situation clinique ne vont pas nécessairement recueillir les mêmes informations de la même manière et leur donner le même sens. Ces divergences n'étaient pas gênantes à l'époque d'un exercice très personnel de la médecine, mais aujourd'hui, que les approches sont de plus en plus multidisciplinaires et que les informations sont partagées entre de très multiples intervenants, il est essentiel que le sens précis des informations soit connu de tous. Il est donc nécessaire de définir précisément toutes les informations susceptibles d'être contenues dans un dossier médical et de définir les relations qui peuvent exister entre ces informations. D'autre part, il est nécessaire de structurer ces informations de manière à ce que une machine notamment sache où trouver quelle information. Au final, on aboutira à une représentation commune entre tous les professionnels de santé et pour les machines des dossiers médicaux. Sur cette diapositive, vous avez juste un exemple du travail que ça peut représenter de structurer et de standardiser l'ensemble des informations utiles pour la pratique médicale. Donc là, c'est un exemple qui est a priori anodin, mesure du pouls. On s'attend à un truc assez simple. Le pouls, il se mesure, il est à 80, 60, 120, fin de l'histoire. Eh ben non. En fait, sur un pouls, vous avez énormément d'informations qui vont impacter la compréhension et l'interprétation du résultat de cette mesure. Déjà, la mesure, elle n'est pas aussi simple que juste la valeur numérique de la fréquence du pouls. Le pouls, il peut être présent ou pas présent. Alors vous allez me dire qu'une fréquence à 0, ça pourrait correspondre à une absence, mais bon, c'est pas aussi clair que ça. Et puis quand vous avez... c'est pas aussi clair que ça. Le pouls, par ailleurs, il peut être régulier ou irrégulier, et s'il est irrégulier, il peut être... c'est pas de moi, cette modélisation, je vous rassure. C'est des gens très sérieux qui ont fait ça. Et il peut être irrégulier régulièrement ou irrégulier irrégulièrement. Ensuite, donc ça c'est pour caractériser la mesure proprement dite, mais cette mesure a été faite dans un certain nombre de conditions. J'ai pas tout mis, j'ai pas mis tout ce qu'il y avait pour modéliser la mesure du pouls. J'en ai mis une petite moitié dans une modélisation précise, alors qu'elle est peut-être très fine, en tout cas c'est... donc le patient il était dans une certaine position, la mesure a été réalisée d'une certaine manière, donc soit par le palpation directe, vous posez vos doigts sur l'artère radiale du patient ou sur le carotide, et sur le site, donc c'est ce que je viens de dire, l'artère radiale ou la carotide. Donc voilà, c'est une tâche qui est énorme pour chaque élément d'information médicale, et il y a énormément d'éléments d'information médicale. Donc c'est un travail colossal de modéliser l'entièreté du dossier patient. Alors bien sûr, ce travail de modélisation très fin, très précis, exhaustif est nécessaire pour la solution ultime d'informatisation. Mais donc c'est ce que je vous disais, on a des gradients d'informatisation avec des
voilà, on n'a pas que deux niveaux, oui non quoi. On a les 0, 1, on a le stade ultime, et puis entre on a tout ce qu'il faut, et on n'a pas nécessairement besoin d'être aussi fin sur tout pour aboutir à des solutions très satisfaisantes néanmoins. Globalement, ce travail de modélisation, donc c'est pas un travail qui a commencé très récemment, c'est un travail assez ancien, et donc il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits, et on a beaucoup de standards, de normes au niveau national et international qui permettent des niveaux plus ou moins avancés d'informatisation et d'exploitation des données. Donc on a, bon, ça sert à rien de répondre les noms, mais bon, voilà, c'est juste pour vous dire, il y a plusieurs choses, HL7, DICOM, le format des RSA, qui sont globalement assez utilisés de par le monde. Alors le RSA c'est juste pour la France, je reviendrai un petit peu dessus tout à l'heure. Et puis pour définir précisément le sens des expressions qui sont utilisées, on utilise des terminologies, comme la SIM10 ou la CCM, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, dont on reparlera juste en dessous, ou la SNOMED-CT, qui sont des terminologies qui sont largement admises au niveau international, enfin pour la CCM c'est au niveau national, et donc qui permettent de définir précisément le sens de chacun des mots. Alors, une autre problématique, c'est que les informations des dossiers médicaux doivent être conservées pendant au moins 20 ans. 20 ans, c'est une période de temps quand même relativement longue. En termes de technologie, c'est pas long, c'est très 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 long. Les technologies utilisées il y a 20 ans dans les dossiers médicaux, ou en tout cas dans certains dossiers médicaux informatiques d'il y a 20 ans, ne sont juste plus lisibles aujourd'hui. Il n'y a pas de machines qui savent le lire. En tout cas, il n'y a pas de machines qui savent le lire facilement. Et je parle, à la limite, que des textes. Un signal ECG ou une imagerie, qui sont des informations beaucoup plus complexes, peuvent être complètement illisibles. Donc c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte, et donc qu'il faut prendre en compte dans la modélisation, dans l'informatisation des données. Mais donc une fois qu'on aura tout ça, des données qui seront structurées selon les normes HL7, DICOM, RSA et standardisées à l'aide de terminologies de santé acceptées au niveau international, on pourra se servir de ces informations pour alimenter directement des systèmes d'aide à la décision qui se déclencheront automatiquement en fonction des actions réalisées par les professionnels de santé. Et je vous renvoie au cours sur les systèmes d'aide à la décision médicale pour plus d'informations à ce propos. Donc là c'est juste un exemple simple de ce qui a été fait, qui a un objectif assez limité mais qui au moins l'a atteint. Et puis il a atteint en production au niveau national, donc c'est pas rien. Puis il a atteint en production au niveau national dans de nombreux pays. Donc ça a commencé par les États-Unis avant d'arriver en France. Et puis bon là, les systèmes type PMSI sont existants dans de nombreux pays industrialisés. Donc le principe, c'est le principe de la tarification à l'activité. L'idée, c'est de tarifier, c'est de financer les hôpitaux et les établissements de santé en fonction de leur activité. La solution qui a été retenue pour ça, c'est de coder tous les séjours hospitaliers. Donc ce codage, il est réalisé à l'aide de deux terminologies. La classification commune des actes médicaux, la CCM, donc qui permet de coder tous les actes qui sont réalisés, et à l'aide de la SIM10, donc la classification internationale des maladies, qui est une terminologie de l'OMS et qui a été adaptée pour cette utilisation dans le cadre du PMSI par l'ATIH, l'Agence technique de l'information hospitalière, ou un truc comme ça. Donc c'est une version un peu adaptée de la SIM10. Les séjours sont codés à l'aide de ces deux terminologies, et cela de manière structurée. Donc l'information est mise sous forme de RSA, donc c'est les résumés de sortie anonymisés. Donc ces RSA sont transmis aux tutelles, donc à les agences régionales de santé et à l'assurance maladie, qui peut exploiter ces données pour justement affecter à chaque séjour un tarif et rétribuer les établissements en fonction de l'activité.
On peut aussi effectuer un suivi de l'activité, bien sûr, et piloter les politiques de santé avec toutes ces informations. Alors, c'est à ça qu'elles servent aujourd'hui en pratique. Et donc, on a des informations qui sont normalement enregistrées de la même manière partout en France, par tous les établissements de santé, et comprises de la même manière par tous les systèmes d'information qui les exploitent. Ça signifie que normalement, un séjour codé de la même manière entre deux établissements s'est déroulé de la même manière, dans les grandes lignes. Alors malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, mais en théorie, en tout cas, ça fonctionne. Ces données du PMSI, qui sont des données qui coûtent cher à produire, parce qu'au CHU de Rouen, il y a 15-20 personnes qui travaillent spécifiquement à la production de ces informations. Donc ça, bon, c'est pas rien. Alors à l'échelle du CHU, je vous ai dit 10 000 agents, 20 personnes, c'est pas énorme, mais enfin, c'est pas rien non plus. Et en tout cas, clairement, on peut pas embaucher 20 personnes pour chaque recueil d'informations qui nous intéresse. Donc les informations du PMSI sont énormément réutilisées, puisqu'elles sont homogènes à peu près pour la France entière. Et donc elles sont réutilisées pour toutes les fonctions qu'on a déjà vues, concrètement, la recherche clinique, la veille sanitaire, la recherche épidémiologique, etc. Alors elles sont, du fait de ce que je vais dire juste après, peu utilisables pour les SADM, du fait entre autres de la ligne d'après, mais donc elles sont, en fait le problème c'est qu'elles sont recueillies dans un objectif précis, à savoir un objectif médico-économique, de financement des établissements de santé, et à ce titre, elles sont pas tout à fait adaptées à toute autre utilisation. Et en général, elles produisent des résultats qui sont relativement biaisés pour toutes les autres utilisations. Ça a été démontré à de multiples reprises. Néanmoins, ce sont les seules informations qui sont à disposition des chercheurs ou des veilleurs sanitaires. Donc, ils les utilisent. Un autre exemple d'information qui devrait se structurer relativement rapidement, enfin qui est déjà relativement bien structuré dans les dossiers médicaux, tout dépend bien sûr des structures, ce sont les médicaments. Les médicaments sont une information relativement facile à structurer. Il y a des noms de médicaments, il y a des référentiels qui existent déjà. Un médicament, une prescription, on sait, c'est déjà quelque chose de relativement structuré. Il y a un médicament, il y a une posologie, il y a une durée d'administration, il y a déjà beaucoup d'informations qui sont déjà des choses quasiment structurées. Donc il fallait formaliser cela. Il faut encore le faire partiellement. Mais en tout cas, le domaine du médicament est un domaine qui est plus facile, vraisemblablement, à structurer que d'autres domaines du dossier médical. Donc on voit un certain nombre d'outils émerger, alors des outils assez limités mais tout de même intéressants, que sont le dossier pharmaceutique ou l'historique des remboursements de la sécurité sociale. D'autres outils qui commencent vraiment à donner des résultats intéressants, ce sont les bases de données médicamenteuses. Donc les bases de données médicamenteuses, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les sources d'informations, les sources de connaissances utilisées par les logiciels d'aide à la prescription pour permettre, en fait, c'est la base des logiciels d'aide à la prescription, en fait. Il y a une base de données médicamenteuse, le logiciel d'aide à la prescription, c'est un outil qui exploite les informations qui sont dans les bases de données médicamenteuses pour éventuellement aider le médecin à prescrire au mieux pour le patient. Donc il existe déjà un certain nombre de bases de données médicamenteuses qui existent et qui sont donc certifiées par la HAS, de la même manière que le logiciel d'aide à la prescription d'ailleurs, et qui commencent à permettre d'avoir des alertes pour les cliniciens si les posologies sont curieuses, s'il y a des interactions qui méritent d'être signalées. Enfin, il y a déjà des informations qui remontent vers le clinicien, donc on a déjà des systèmes d'aide à la décision fonctionnelle dans des domaines assez précis, comme celui du médicament.
Alors, c'est des résultats qui sont très intéressants, mais il faut quand même bien se rendre compte que, d'une part, il y a un travail énorme de constitution des bases de données médicamenteuses, donc c'est un travail qui est fait par les professionnels du médicament, donc bon, pour ne pas le citer, il y a Vidal, mais il n'est pas le seul à travailler là-dessus, donc voilà, qui est un travail, Vidal, vous avez déjà dû en entendre parler, et ça fait un certain temps qu'il travaille sur le médicament, et il continue à travailler dessus. Et donc il y a d'une part la constitution de la base de données par ces professionnels du médicament, et ensuite il y a l'appropriation de cette base de données pour l'utilisation qui en est faite au sein de l'établissement qui l'utilise. Typiquement, on va dire, peut-être pour des petites structures, les bases de données sont quasiment des produits clés en main, et il n'y a pas un travail d'adaptation très important à faire, parce qu'ils ne se servent pas de la majeure partie de la base de données. Ils servent des médicaments les plus usuels pour lesquels il y a des paramétrages qui fonctionnent et puis pour lesquels il y a des informations assez établies. Ils font pas d'utilisation un peu exotique. Quand on est dans un CHU, par contre, on peut avoir des utilisations, on va dire un peu extrêmes. Alors c'est dans les clous, hein, les gens font pas n'importe quoi, mais c'est des utilisations qui doivent être paramétrées et donc c'est un travail très important à réaliser. Alors, une fois que vous avez un dossier informatique, quel que soit le niveau d'informatisation, vous pouvez présenter les informations, varier les manières de présenter l'information. Dans un dossier papier, bon, vous le rangez comme vous avez envie de le ranger. Si vous voulez avoir une autre visualisation, vous pouvez sortir les feuilles et les agencer comme vous voulez, mais enfin après il va falloir les ranger et vous n'allez pas changer de mode de rangement toutes les 5 minutes, sinon ça va être impossible. Dans un outil informatique, vous avez plus de liberté. Les informations elles sont stockées dans une base de données et ensuite elles vous sont affichées comme vous pouvez les afficher comme vous pouvez avoir envie de les afficher. Donc la vue classique d'un dossier médical, la plus utilisée encore aujourd'hui, c'est une vue chronologique. La vue chronologique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que au fur et à mesure qu'il se passe des choses dans la vie de mon patient, dans la vie médicale de mon patient, j'empile ces informations les unes sur les autres. Donc en haut de la pile, j'ai les informations les plus récentes, en bas de la pile, j'ai les informations les plus anciennes. Donc là vous voyez un exemple de ce que ça peut donner au CHU de Rouen, donc avec une certaine structure qui est assez classique dans les dossiers médicaux, avec un patient qui a plusieurs prises en charge au sein des établissements de santé. Prise en charge, ça peut être soit un séjour hospitalier, soit une consultation, et qui au sein de ces séjours ou de ces consultations va bénéficier d'un certain nombre d'actes. Voilà, donc on aboutit à une hiérarchie qui permet, qui est représentée visuellement et chronologiquement sur cette capture d'écran. Le problème de cette présentation des informations, c'est que dans le cadre des dossiers volumineux, l'information pertinente, c'est pas forcément la dernière information arrivée, et à partir du moment où vous devez rechercher dans la pile d'informations qui est en dessous de la dernière information arrivée, ça devient très fastidieux. Donc un dossier simple d'un patient jeune qui n'a pas trop de problèmes, ça pose pas de problème. Un dossier compliqué d'une personne âgée avec de nombreuses morbidités, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Une autre vue classique des dossiers médicaux est la vue par problème. Par problème, il faut comprendre une maladie, un syndrome, un signe, un symptôme, un résultat d'analyse biologique ou d'examen complémentaire. Bref, un fait médical avéré. Les informations, au lieu d'être listées chronologiquement, sont rattachées au problème qu'elles concernent. Le principal intérêt de la vue par problème est, pour la personne qui prend en charge le patient, d'avoir très rapidement une vision globale et synthétique du patient qu'il prend en charge. La principale limite de la vue par problème est la difficulté à maintenir à jour la liste des problèmes et les relations qui peuvent exister entre l'ensemble des informations médicales contenues dans le dossier médical et ces problèmes. Donc, ce que je vous disais un petit peu plus tôt, le fait de disposer de dossiers patients informatisés, ça permet une très grande souplesse dans la manière de présenter les informations. Alors une très grande souplesse, mais vous êtes contraint par les écrans du coup.
ce qui n'est pas le cas d'un dossier papier. Un dossier papier, vous avez des feuilles. Si vous avez un bureau qui fait 2 mètres carrés, vous pouvez étaler sur 2 mètres carrés de feuilles. Bon, avec un ordinateur, vous avez peut-être la chance d'avoir des écrans de 2 mètres carrés. En ce qui me concerne, et je pense ne pas être trop mal loti, je n'ai pas une telle profusion d'écrans dans mon bureau. Et je peux donc au mieux afficher 3 documents en même temps, peut-être 4. Mais c'est difficile à lire ensuite. Bref, donc vous avez quand même un certain nombre de contraintes liées à l'informatique, mais vous avez là pour le coup un avantage qui est quand même tout à fait intéressant, qui est que vous pouvez réorganiser à la volée ou filtrer à la volée les informations qui vous sont présentées par l'application sur tous les critères à votre disposition. Toutes les informations structurées peuvent vous permettre éventuellement de filtrer ou de trier les documents et les informations. Le stade ultime d'organisation filtrage, c'est bien sûr la possibilité de pouvoir effectuer des recherches d'informations sur tous les critères contenus sur toutes les informations structurées ou non pour le coup contenues dans le dossier patient. Je veux dire, Google fait de la recherche sur Internet sans que les informations soient forcément particulièrement structurées. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui peut s'avérer très utile, alors encore une fois, pour les patients complexes qui ont des dossiers volumineux. Pour les patients simples, c'est pas forcément très important ni très intéressant d'avoir la possibilité de trier les séjours sur je ne sais quel critère, sachant qu'il a eu qu'un séjour. Une autre nouveauté avec l'informatisation des dossiers médicaux, c'est l'hébergement des données. Tant qu'on était au dossier papier, et ça a même perduré au début de l'informatisation, globalement, la personne ou le responsable, donc ça peut être un médecin ou un établissement, qui produisait un dossier ou un élément de dossier, était responsable de ce dossier. Donc comme c'est écrit là, c'était évident pour le dossier papier, et c'était aussi, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, assez évident pour le dossier patient, le dossier médical informatisé. Alors il était possible, bien sûr, les dossiers papier, au bout d'un certain temps, ils étaient envoyés à l'archivage, et l'archivage pouvait être sous-traité, c'est excessif, mais voilà, l'archivage des dossiers médicaux pouvait être confié à des archives départementales, et donc n'était plus forcément géré par les structures qui avaient produit les informations. Donc finalement, c'était les prémices de l'hébergement de données de santé, mais voilà, c'est pas exactement le même mécanisme, donc ça vaut le coup de signaler un petit peu que de plus en plus se développe un nouveau métier, celui d'hébergeur de données de santé, qui sont en fait des organisations qui disposent d'infrastructures informatiques et techniques qui sont normalement hautement sécurisées et qui vont permettre aux différents établissements de santé, aux différents médecins, aux différents professionnels de santé d'héberger leurs dossiers médicaux en dehors de leur structure, ce qui là pour le coup augmente encore la disponibilité de ces informations. Et comme je viens de vous le dire, ces informations, comme vous êtes au courant, donc ce sont des informations très sensibles, et donc c'est un métier qui est particulièrement réglementé. Alors là, je vous ai présenté des tas d'informations sur l'informatisation des dossiers médicaux en France. En pratique, où est-ce qu'on en est ? Les niveaux d'informatisation sont très variés en fonction déjà des établissements ou des cabinets. Il y a des établissements qui sont très informatisés, d'autres qui le sont beaucoup moins. Il y a des cabinets qui sont très informatisés, d'autres qui le sont beaucoup moins. Et ça dépend aussi, alors là c'est plutôt pour les établissements, parce que pour les cabinets en général, il y a un outil qui remplit la quasi-totalité des fonctions. Pour les établissements, il y a un niveau de spécialisation qui fait qu'on a plusieurs outils qui vont coexister au sein d'un système d'information. Et donc, le niveau d'informatisation va dépendre du processus concerné. On peut décider d'informatiser la prescription avec un logiciel d'aide à la prescription,
tout en conservant un dossier d'observation médicale papier, etc. Donc voilà, ça dépend énormément des processus concernés. Donc la direction générale de l'organisation ou de l'offre de soins, je ne sais plus, publie un atlas annuel qui est basé donc sur des recueils de données spécifiques auprès des établissements de santé. Un atlas annuel de l'informatisation des établissements de santé. Et donc le dernier recueil de données montre que sur 1350 établissements de santé, on a 55% qui ont un dossier médical du patient informatisé, 52% qui ont des résultats de laboratoire informatisés, 47% qui ont un dossier de soins informatisé, 59% qui ont un logiciel d'aide à la prescription. Il y a d'autres sous-catégories, bon, j'ai mis celles qui me semblaient les plus intéressantes et les plus importantes. Bon, vous pouvez les regarder, hein, vous tapez Atlas DGOS dans Google et vous trouverez. Alors le problème de ces indicateurs, c'est qu'ils sont assez imprécis. Ils sont binaires, alors que derrière l'information n'est pas binaire. Donc je ne sais pas trop comment interpréter ces résultats. Je ne sais pas trop. Voilà. Navré. Pour conclure, je dirais donc que en termes de communication aujourd'hui, malgré les progrès faits en termes d'informatisation des structures, que ce soit les cabinets ou les établissements, on n'assiste pas aujourd'hui à des échanges automatiques d'informations. Que ce soit en interne, où les échanges sont toujours relativement limités, en interne aux structures j'entends, et surtout en externe, où ces échanges ne sont pas du tout automatisés. Ils reposent pour l'essentiel sur des documents papier, et au mieux par la messagerie qui devrait être sécurisée. Le déploiement à venir, ou bien avancé d'ailleurs, des dossiers médicaux partagés, du dossier pharmaceutique, de la messagerie sécurisée de santé et les GHT devrait considérablement augmenter et faciliter la communication des informations. Pour ce qui est de la structuration des informations, aujourd'hui, il y a remarquablement peu d'informations qui soient effectivement structurées et qui soient réutilisables pour quelque raison que ce soit. On a bien le PMSI, mais qui est très spécifique et quasiment médico-économique et non médical. Et on a quelques progrès dans quelques domaines précis, tels que le médicament, qui est un domaine relativement facile à structurer, qui permet de commencer à voir émerger des systèmes d'aide à la décision médicale qui sont effectivement utilisés en pratique un peu plus largement que dans des services pilotes. Je vous remercie.